à vous qui nous écoutez, vous êtes sur Radio Aligre FM 93.1 en compagnie de la classe des premières Isabac du lycée Buffon. Je m'appelle Héloïse Ducou. Et moi, Lenny Corbedossou, et nous aurons le plaisir d'être vos deux présentateurs durant la première partie de ce Isabac Vi raccontano. Les Isabac vous racontent, traduit littéralement, qui portera sur le fascisme. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez ensuite entre les très bonnes mains de Clara et Florian qui reprendront le flambeau. D'ailleurs, Isabac ne sera pas le sujet de cette émission, mais peut-être vous demandez-vous ce que c'est. Eh bien, tous autant que nous sommes, nous suivons un cursus binational franco-italien qui mêle études de la littérature et études de l'histoire-géographie, tout cela pour 8 heures de cours d'italien par semaine. Et à l'issue de nos 3 années de lycée, nous obtiendrons les ABAC, c'est-à-dire 2 bacs, le bac italien, l'esame di Stato, et le bac français, le baccalauréat. C'est d'ailleurs précisément en lien avec nos études que nous vous parlerons aujourd'hui d'histoire, du Ventennio Fascista, c'est-à-dire de la période où Mussolini fut au pouvoir, de 1922 jusqu'en 1943, date à laquelle, heureusement, sa dictature prit fin. C'était il y a 100 ans, il n'y a rien à fêter bien sûr, mais parler de cette période sombre sera peut-être l'occasion de se souvenir et de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. L'émission commencera donc avec Alessandro Ciottoli et Florian Nguyenkoa qui nous rappelleront le contexte de la période fasciste. Ensuite, Francesca Arosio et Maria-Elise Bellino vous parleront d'histoire italienne avec une interview passionnante, puis de littérature avec Gian Maria Fusco. Lancelot Auguste Dormeuil et Ugo Follien Giallella, quant à eux, tenteront de mettre en avant les liens entre futurisme et fascisme. Par la suite, ce sera au tour de Louis et Mattia de nous parler de l'importance du fascisme dans l'histoire et surtout dans la politique européenne grâce à l'interview de Nicolas Bernard, un avocat et historien français qui a pris de son temps pour répondre à leurs questions. Mais comme nous sommes des binationaux, l'histoire française a autant de place dans nos cœurs que l'histoire italienne. C'est bien vrai, et c'est pour cela que Clara et Clément reviendront sur l'impact du fascisme sur la politique française, avec entre autres un micro-trottoir. Nguyen et Loris Rameau nous emmèneront à Marseille pour interviewer la directrice de l'Institut culturel italien, Paola Cicolella, sur les casiers d'Italia. Estelle Giacomini, Lenny Corbedossou et moi-même débattrons du 7e art, le cinéma, entre propagande et résistance au fascisme. Un programme assez dense et un sujet sérieux que nous tenterons toutes et tous de rendre intéressant et agréable pour vous, chers auditeurs d'Aligre FM. Et restez bien jusqu'à la fin. Gli Isabac Vi raccontano. Tout de suite, comme promis, écoutons Florian nous parler du Duce et Alessandro de son programme quotidien fasciste. Bien bonjour, comme l'ont dit mes camarades, nous allons nous plonger dans l'histoire du fascisme. Mais premièrement, il faut qu'on fasse une petite introduction au fascisme, donc rappeler qui l'a créé, quand est-ce que c'était, qu'est-ce que c'était. Du coup, il faut revenir à son fondateur Benito Mussolini, qui lui est né à Pledappio en 1883, en Italie, Émilie-Romagne pour être plus précis. Et c'est un dictateur qui a fait une marche sur Rome le 28 octobre 1922. Et du coup, on va évoquer le fondateur Benito Mussolini. Et surtout, qui était-il ? En fait, tout ça, ça commence le 28 octobre 1922. Ce chef, le Duce, Benito Mussolini, fait la marche sur Rome pour prendre le pouvoir. C'est avec son titre de Premier ministre qui devient le dictateur italien. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre d'où il venait, où est-ce qu'il est né, quand ça. Donc il est né en 1883 à Predappio en Italie, donc plus précisément en Émilie-Romagne. Et il vient d'une famille modeste, donc un père forgeron, socialiste, et sa mère était une institutrice catholique. Et après ses études, avec du coup un diplôme de maître d'école, il part en Suisse et il découvre le socialisme, ce qui lui donnera du coup envie de s'occuper en 1912 du journal national qui s'appelle L'Avanti. Mais puis, quelques années plus tard, en 1914, il fonde son journal, en quittant l'autre, parce que l'autre était anti-violence et Mussolini supportait la violence. À la fin de la guerre, il retourne s'occuper du coup de son journal en 1919 et il met en place i fasci di combattimento. Ce sont des faisceaux, des combattants, des escouades italiennes prêts pour le combat, qui faisaient partie du coup du mouvement politique et qui utilisaient du coup la violence pour imposer leurs idéaux nationalistes. Mais en 1921, Mussolini transforme son mouvement
en parti politique. Le Partito Nazionale Fascista naît. Et en fait, c'est la naissance du fascisme qui va du coup faire trembler l'Italie pendant 20 ans. Mais Mussolini, entre-temps, deviendra aussi le premier maréchal d'Empire de 1938 à 1943. Puis le chef d'État de la République sociale italienne, dite aussi la République de Salon. Et oui, il faudra bien attendre le 28 avril 1945 pour qu'il soit exécuté par les résistants. Je crois que l'on peut dire ouf, Florian. 20 ans, c'est une longue période. Et en plus, Mussolini était vraiment partout. Il voulait tout contrôler, même la vie quotidienne du peuple italien. Et c'est pour ça que je parlerai de l'Opera Nazionale Dopolavoro, le programme lancé en avril 1925 dans le but de nationaliser le temps libre du peuple italien, que tu connais sûrement. Oui, bien sûr. Mais tu peux en parler aux auditeurs, ils n'en reviendront pas. D'accord, alors l'objectif premier de l'OND était de promouvoir l'utilisation du temps libre des travailleurs afin qu'ils puissent développer leurs capacités physiques, intellectuelles et morales. Le secrétaire du Parti national fasciste, Achille Starace, le décrit le travail parce que son but était d'éduquer, élever et rendre meilleur physiquement et moralement les peuples, en plus lui faire aimer son pays, sa famille et sa maison, pour lui faire avoir le désir de connaître le vrai visage de sa patrie, en parcourant ses rues et ses infinies beautés, en les rapprochant des montagnes et des mers. Faire de lui un adepte de la natation et de l'escalade. Enfin, le rendre capable d'affronter toute adversité et d'apprécier toute la beauté pour les besoins éventuels du guerrier de demain. Donc on est face au nouvel homme, l'homme nuovo, promis par Mussolini au sortir de la guerre, qui est le vrai homme fasciste, l'homme fasciste idéal. C'est donc dans et autour du travail qu'il est douché à s'aimer les idées du culte de la beauté du corps, de la santé et de la force. Surtout chez les jeunes hommes, parce que pour les femmes, on peut dire que les programmes étaient moins riches. Mais revenons au programme masculin de l'Opera Nazionale del Dopolavoro. L'idée était de faire rester le travailleur autour des terres, et pour cela, il voulait qu'il ait accès à toutes les activités. L'éducation, la culture, la formation professionnelle, l'éducation physique, les sports et le tourisme, et même l'éducation artistique, la musique, le cinéma et la radio. Et enfin, pour les femmes, il a un programme bien précis. En 1929, elles ont le droit à l'élévation morale, à des cours d'hygiène et des premiers secours. Elles sont entièrement tournées vers l'économie domestique. En 1935, la nationalisation est complète, prête à s'étendre, ce qui permet de mobiliser la population sur les colonisations, notamment celle de l'Éthiopie. La chanson OND de Rico Bardi, qui raconte tous les bienfaits de mettre les muscles et les cerveaux à l'air et face à la mer. On vous quitte sur cette chanson des propagandes. Vous y étiez avec Florian et Alessandro. Merci de votre attention. Queste tre lettere per noi sono incitamento, comandamento di gloria e onore. Opera Nazionale Dopolavoro, noi ti cantiamo in cuore il nostro amor. Posata pianta bella, il metro ed il martello, i muscoli e il cervello, stendiamo all'aria il sol. Salute e gioia il mondo dei dopolavoristi, sportivi, atleti, artisti, al mar sui monti fuor. Per chi ci ha dato tanta luce, per chi ci assiste, ci conduce, per il duce, eia, eia. Eh bien ça, c'était une vraie chanson de propagande de l'époque. Vous êtes encore et toujours sur Aligre FM en compagnie des premiers Résabac du lycée Buffon qui vous parlent du fascisme sur leur émission spéciale Yesabac vi raccontano. C'était donc Alessandro et Florian qui nous ont rappelé des dates essentielles sur le fascisme et appris beaucoup sur le programme OND. Mais j'aimerais bien en savoir plus quand même. Ça tombe bien. Francesca et Maria-Alizée ont fait une interview à un grand historien italien. Et oui, Maria-Alizée et moi allons donc vous présenter le fascisme vu du côté de la péninsule, avec une interview exclusive d'un très grand historien, Emilio Gentile, qui est professeur d'histoire à l'université de Rome La Sapienza, et pour qui le fascisme est
est la vraie première expérience totalitaire car il changera la vie politique italienne et la vie quotidienne des Italiens en général, mais également la sienne, dont il nous parlera rapidement. Il a écrit plus d'une trentaine de livres sur le fascisme, dont un traduit en français, Qu'est-ce que le fascisme est publié en 2003. L'interview est en italien, mais ma camarade Marie-Alizée vous la traduira en français pour une meilleure écoute. Commençons. Pourquoi votre premier livre sur le fascisme est Il culto del littorio, si je ne me trompe? Non, le premier livre porte sur l'idéologie fasciste, les origines de l'idéologie fasciste. La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que le livre précédent, celui qui a été issu de ma thèse publiée en 1972, était consacré à l'examen d'une revue d'avant-garde très importante en Italie, La Voce, à laquelle avaient été collaborés des gens comme Giovanni Amendola, qui est devenu plus tard le chef de l'opposition antifasciste, et Benito Mussolini, qui a été le fondateur du fascisme. Benedetto Croce et Giovanni Gentile avaient collaboré. Cette revue a été publiée en Italie de 1908 à 1913, et donc, après avoir étudié cette revue, j'ai voulu réessayer de comprendre pourquoi cette même revue, sur laquelle il avait été travaillé ensemble, avec un idéal de renouvellement de l'Italie, des cultures et moralement, certains étaient passés au fascisme et d'autres à l'antifascisme. C'est juste que lorsque j'ai commencé à étudier ces questions en 1972, l'idée que le fascisme n'avait pas d'idéologie était dominante. Il n'avait pas sa propre conception de la politique, de l'homme et de la vie. Et c'était donc un peu un défi d'essayer de comprendre pourquoi une personne comme Giovanni Gentile, qui avait été un collaborateur presque fraternel de Benedetto Croce de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Grande Guerre, devient ensuite le philosophe du fascisme et écrit le manifeste des détails intellectuels fascistes en 1925, tandis que Benedetto Croce, son ami fraternel, écrit il Manifesto degli intellettuali antifascisti en réponse. Et ma curiosité, mon intérêt, se portait principalement sur le fascisme parce que je suis né en 1946 et j'ai grandi en entendant parler du fascisme tout le temps. Et à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi un phénomène qui avait pris le pouvoir en très peu de temps et avait dominé l'Italie pendant plus de 20 ans et était devenu un mot utilisé pour expliquer ou pour définir les phénomènes dans le monde entier, ne pouvait pas avoir une idéologie, cela me semblait absurde. Car si vous devenez un mouvement politique, un régime politique, et que vous avez ensuite une influence dans le monde entier, vous devez aussi avoir des idées avec lesquelles vous exercez cette influence. J'ai donc commencé à étudier les origines en me basant sur les sources disponibles, qui étaient principalement la presse. Et c'est de là que est né mon livre « Les origines de l'idéologie fasciste ». J'ai ensuite continué sur cette voie, car c'est à partir de l'idéologie que le problème est apparu, mais l'idéologie avait donné naissance à un parti. Ce parti avait donné naissance à un régime. Et j'ai donc aussi commencé à étudier l'organisation. Parce que dans la politique de masse, une idéologie, si elle ne devient pas une organisation de masse, reste un exercice intellectuel. Et j'ai commencé à étudier d'abord l'histoire du parti intellectuel et après l'histoire du régime fasciste. Et en quelque sorte, j'ai été condamnée par ma curiosité et aussi par mon désir de comprendre les choses du passé à consacrer un demi-siècle de ma vie à l'étude du fascisme. Ce n'était pas mon intention lorsque je voulais être peintre plutôt qu'historien. Nous voulions vous demander de parler plus de votre livre écrit en 2019, Qui est fascista, ou en français, Qui est fasciste? C'est un livre que j'ai écrit parce que si je continue à parler du retour du fascisme en Italie, j'ai 76 ans et j'ai entendu parler du retour du fascisme en Italie au moins chaque année. Seulement, je me suis toujours demandé comment le fascisme revenait en Italie. En Italie, le fascisme n'a jamais parti.
nous avons eu le parti néofasciste le plus fort d'Europe, le mouvement social italien, de 1946 à 1992, puis s'est transformé en Alleanza Nazionale et est en même entré au gouvernement et a toujours gouverné dans les gouvernements de Berlusconi. Aujourd'hui, il s'appelle Fratelli d'Italia, mais c'est un parti qui s'il respecte la démocratie, pense toujours que le fascisme a été une bonne chose pour l'Italie, que Mussolini était un grand homme et que l'Italie, pendant le fascisme, a connu une ère de grandeur. Ces partis, ces mouvements, ces groupes néofascistes ont toujours existé en Italie. Et lorsqu'en 2019, les gens ont commencé à dire que le fascisme revenait en Italie, parce qu'il y avait la Ligue, il y avait le mouvement 5 étoiles, il y avait Berlusconi, je me suis demandé, mais d'où ils vivent ces gens qui parlent du retour du fascisme si au cours de ces 70 années, le fascisme, ou plutôt le néofascisme, n'a jamais quitté l'Italie. Mais j'ai également essayé d'expliquer que ce néofascisme est très différent du fascisme qui a dominé l'Italie de 1922 à 1945. Dernière question pour terminer cette interview. Si vous deviez expliquer en quelques phrases à un enfant en quoi consiste le fascisme, comment vous le feriez ? Je dirais, le fascisme est un système politique qui veut te priver de ta liberté de penser, de jouer, de choisir ce que tu veux faire quand tu seras grand, et qui t'oblige à toujours porter un uniforme, à obéir, à croire et te battre, à consacrer ta vie au chef qui veut la sacrifier pour qu'il soit plus grand et que tu sois mort. Cette définition ne donne pas envie d'être fasciste en tout cas. Merci à Emilio Gentile d'avoir dédié de son temps pour répondre à nos questions, qui vous auront sûrement appris plein de choses comme à moi et à Francesca. Tout de suite, une chanson emblématique de la résistance, Fischia il vento, chantée par une grande interprète italienne, Milva. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, eppur bisogna andare per conquistare la nostra primavera in cui sorregge il sol dell'avvenire, per conquistare la nostra primavera in cui sorregge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a noi dona un sospiro. Nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Nella notte ci guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è la bella sorte contro il vil che ognuno di noi cerchiamo. Gli Esabac vi raccontano. En tout cas, moi j'ai trouvé passionnante cette interview, très complète. Vous êtes encore et toujours sur Aligre FM 93.1 en compagnie des premières Esabac du lycée Buffon. Vous pouvez la retrouver en entier sur Aligre FM. Je repense aussi à la présentation d'Alessandro et Florian. J'ai été marqué par le programme réservé aux femmes et les cours d'hygiène. Paraît-il que Mussolini voulait qu'elles transmettent les règles d'hygiène à toute la famille. Effectivement, c'est vrai que les femmes étaient toujours au cœur de ses préoccupations. C'est donc ce que l'on va voir avec le roman de Giancarlo Fusco, Les Rose del Ventennio, dont vont nous parler Francesca et Maria-Lisée. Mais oui, qu'en est-il de la littérature ? Est-ce qu'on a réussi à romancer le fascisme et son représentant ? Pour le savoir, je vous propose de découvrir un auteur qui est peu connu, Giancarlo Fusco, auteur du recueil de nouvelles Les Rose del Ventennio, sorti en 2000, qui s'intéresse à Mussolini dans son rapport aux femmes. Dans ce recueil, il nous montre aussi une
Vision de Mussolini séducteur, recevant une délégation de femmes fascistes, œuvrant pour la charité et la paix, il Duce prononce un discours qui montre toute l'ambiguïté et l'ambivalence de sa personnalité. Dans un premier temps, il veut paraître gentil et bienveillant avec les femmes, il les flatte en acceptant leurs roses rouges et les considère i fiori della vita, les fleurs de sa vie. De l'autre, dès qu'il parle de son programme pour elle, il change brusquement et devient nerveux, incapable de contrôler son ton, ses mots et son corps. Il pourrait même devenir menaçant si les femmes ne remplissaient pas leur rôle, leur fonction au sein du parti et de la patrie. Je vous lis un extrait avec Alessandro. Dite alle donne che quella che soprattutto mi sta a cuore è la pace. Non farò mai la guerra. L'unica arma dalla quale mi voglio servire è l'aratro. Voi donne fasciste mi aiuterete a mantenere la pace e a farla amare dal popolo italiano. Fece ancora una pausa, riodorando la rosa che aveva perso qualche petalo. Un altro problema importante è la demografia. Ho bisogno di nascite, molte nascite. Desidero che ogni anno il paese si arricchisca di vite nuove e sane. Voltò lo sguardo dalla parte della giovane di Teramo, che diventò rossa mentre la bolognese Bartoloni abbozzava un sorriso. Sappiate che se un giorno capitasse in Italia quello che adesso succede in Francia, vale a dire che il numero delle bare supera quello delle culle, ebbene prenderei misure definitive, draconiane. Le labbra di Mussolini si arricciarono. Dopo aver saettato attorno un'occhiata terribile, il duce soggiunse. Ho detto draconiane. Après avoir dit combien il avait besoin d'elle pour la paix, il passe à la menace, dans le cas où elle ne ferait pas assez d'enfants. Il prendrait des mesures draconiennes. On comprend bien à travers ce discours ascendant la théorie que Mussolini avait sur les femmes. Aucune indépendance et liberté, elles devaient obéir et faire des enfants, sinon gare à elles. Mais on ne vous en dit pas plus pour vous laisser le plaisir de la lecture. Il était tout de même très ambigu et tyrannique avec les femmes, ce Mussolini. Violent même. Mais tiens, ça me fait penser au futurisme. Eh bien, tu as raison, parce que le fascisme s'est beaucoup inspiré du futurisme, et c'est Lancelot et Hugo qui nous en parlent. Et vous avez raison de penser au futurisme, parce que effectivement le futurisme a eu une certaine influence sur le fascisme. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler du futurisme, mais connaissez-vous vraiment ce mouvement ? Déjà, il faut savoir que le mouvement publie son manifeste le 20 février 1909 dans le Figaro à Paris. Ces mots-clés peuvent se résumer à vitesse, modernité, agressivité. Donc il y a clairement un lien facile à faire avec le fascisme, mais on va quand même continuer de creuser un peu plus. Donc premièrement, le futurisme a eu un impact politique conséquent sur le fascisme. Donc que ce soit dans la propagande politique que Hugo mettra en lumière avec le poème Sanctum Tum plus tard, mais aussi dans sa politique interventionniste. Donc les futuristes considèrent que la guerre est nécessaire et qu'elle est même l'hygiène du monde. Donc je vais vous lire un extrait du manifeste où Marinetti dit « Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde. Le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. » C'est plutôt clair, hein. Il s'agit donc de créer un nouveau monde, plus beau, sur la base de la modernité et de détruire le vieux monde avec la violence et la guerre. Donc encore une fois, beaucoup de points communs avec le fascisme. Ces points communs peuvent se retrouver dans la politique ultra-violente, patriotisme excessif du futurisme, la revendication d'une virilité chez l'homme, le soldat, aussi l'ouvrier, et comme l'ont dit mes camarades Francesca et Marie-Alizée, une vision archaïque de la femme. Le futurisme a aussi d'autres liens avec le fascisme, parce que le futurisme, il s'insère dans le quotidien. Donc que ce soit dans l'industrie, les arts, la cuisine, le théâtre, la peinture, les sculptures, avec Boccioni par exemple, mais aussi l'architecture que l'on peut reconnaître grâce à ces longues lignes horizontales qui suggèrent la vitesse, le mouvement et l'urgence. Dans les années 1930, Angelo Mazzoni mêle l'architecture futuriste avec la grandiloquence classique de la Rome antique pour former ce qu'ils appelleront l'architecture fasciste. Et on en a plusieurs traces à Rome, surtout au Foro Italico, qui date des années 1920, qui pendant la période fasciste s'appelait le Foro Mussolini. À l'entrée de ce site, on peut apercevoir le monolithe Mussolini, qui est donc un obélisque de marbre de Carrare mesurant 36 mètres de haut, et c'est l'un des plus grands obélisques taillés du XXe siècle.
Ensuite, on voit une longue allée d'environ 130 mètres, la Viale del Foro Italico, qui permettent d'accéder à diverses installations sportives, comme par exemple le Stadio Olimpico, où encore aujourd'hui joue l'équipe de foot l'AS Roma et le Lazio, mais aussi le stade de marbre, le stade nautique et des cours de tennis sur terre battue. La musique est aussi un autre point commun entre les futuristes et les fascistes. Donc Francesco Balilla Pradella écrit le manifeste Musica Futurista en 1910 et Luigi Russolo a été le premier représentant de cette musique qui lui soutient la glorification de la machine et de la modernité. Et effectivement en 1930 il publie L'Arte dei Rumori où il montre la musicalité de la ville. Étrange comme musique, Lancelot. Et pourtant, tu viens d'entendre toute la beauté de la cacophonie de la ville moderne et des machines à travers leur bruit strident. Avec cet extrait, on entend clairement la révolution industrielle en marche. Et il faut savoir qu'à la même époque, le Duce écoutait aussi cette musique, car il rêvait de fonder la troisième Rome. C'était le rêve urbanistique futuriste de Mussolini. Tu parles de rêve et tu as raison, car Mussolini et Marinetti ont eu des rêves communs. C'est certain et pendant longtemps. Parler du futurisme et du fascisme consiste à mettre en avant deux hommes semblables, qui sont Filippo Tommaso Marinetti et Benito Mussolini. Tous deux avaient bien des idéaux communs, la violence, le refus du passé, la beauté des machines et leur musicalité, ainsi que l'industrialisation. Tous deux considéraient qu'il fallait vivre dangereusement et se donner au futur. Pour mieux comprendre leurs ressemblances, je voudrais vous faire écouter un poème futuriste très original, Zang Tum Tum de Marinetti, écrit en 1912 et publié en 1914. Ogni 5 secondi cannoni d'assedio spentare spazio con un accordo. Pam, pum pum. Ammutinamento di 500 echi per attannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum pum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria tiro rapido. Violenza, ferocia, regolarità. Questo passo grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. 3 battaglioni bulgari in marcia. Croc, crac, croc, crac. Shumi Maritza, oh Carvavela. Ce poème fait sourire, tellement il est original. Tu as compris, Lancelot, de quoi ça parle ? De guerre, je crois. C'est exactement ça. C'est une représentation visuelle et verbale du bombardement que la ville Adrinople, aujourd'hui Edirne, une ville turque, a subi en octobre 1912 par les Bulgares. Envoyé spécial sur place, Marinetti en fait son cheval de bataille. Il y voit l'occasion d'une révolution stylistique et syntaxique qu'il avait définie déjà dans le manifeste technique de la littérature futuriste. Alors il transgresse, il ne conjugue pas les verbes, il abolit la ponctuation, place les mots dans un ordre anarchique et leur donne un sens en fonction du bruit qu'ils reproduisent, celui des bombardements. Marinetti, qui célèbre la guerre comme hygiène du monde, veut en exprimer toute la force dynamique. Car pour lui, la violence et la férocité de la guerre sont comme de la musique, comme un spectacle magnifique qui va purifier le monde. Il recueille plutôt les impressions, les images, les sons et les couleurs d'une journée de guerre. Mais c'est dans le ton que Marinetti inspirera aussi Mussolini. Il parle d'une voix forte, dynamique, avec une grande ferveur, et dans son discours prononcé à Trieste le 18 septembre 1938, où il parlera explicitement de problèmes raciaux, Mussolini utilisera un chant lexical, un ton et une diction probablement inspirés du poète. Écoutons et finissons sur ces paroles qui malheureusement nous font encore penser à l'actualité. Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Anche in questo campo noi adotteremo le soluzioni necessarie. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo obbedito a imitazioni
o peggio suggestioni sono dei poveri deficienti. Merci à vous deux de nous avoir fait découvrir le futurisme et ses liens avec le fascisme qui sont vraiment troublants. Écoutons maintenant une chanson antifasciste du groupe de rap napolitain 99 Posse, Rigurgito Antifascista, régurgitation antifasciste. Ticchettini inamidati, tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impetiti, si sentono vili, atletici e puristi, sono merda secca al sole, sono luridi fascisti. Domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate in settimana ad obbedire, obbedire ad un potere strumentale al capitale. Sì signore, mi dispiace, ho fatto male. Cala la notte, mette a posto le cartelle, reggono i calzoni con due comode bretelle, rasano la testa, l'anfibio bene in mostra, coltello nella tasca ed incomincia la giostra. Drogato, negro, frocio, comunista, pervertito, terrone, panca, bestia, sadomaso, travestito. È inutile nasconderti, sarai individuato e nel cuore della notte sarai sprangato. 20 a 1 è la tua forza, fascio infame, ti nascondi e dalle spalle mi colpisci con le lame, non ti fai vedere in faccia, non serve a niente, con la tua puzza di merda ti distinguo tra la gente. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. C'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero ci sparo a vista. Sta a sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, ti mando a riposo. C'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe contro potere. En tout cas, comme vous avez pu le voir avec ces musiques futuristes, c'est quand même plutôt particulier. Quoi qu'il en soit, toutes ces thématiques, qu'elles soient littéraires, artistiques ou politiques, sont très intéressantes. Et on espère que vous avez apprécié. En tout cas, vous êtes encore et toujours sur Radio Alig 93.1 en compagnie des premières Isabac du lycée Buffon dans notre émission Les Isabac Vera Cantano, le fascisme. Nous espérons que votre curiosité est attisée à son plus haut niveau, puisque nous allons désormais aborder un thème plus complexe, la politique. Et oui, en effet, Lénie, nous connaissons l'importance du fascisme sur la politique en Italie, mais qu'en était-il sur les autres dictatures de l'époque ? Et qu'en reste-t-il ? Le fascisme nous menace-t-il encore aujourd'hui ? Pour le savoir, nous donnons la parole à Louis et Mathia, qui s'appuieront sur les propos de l'historien français Nicolas Bernard, qu'ils ont eu la chance de pouvoir interviewer. Et encore une fois, j'ai oublié de dire que Louis s'appelle Louis Darac et Mathia Vigliani. On leur laisse la parole tout de suite. Tu sais, Mathia, le programme politique fasciste est dense et pas toujours simple à comprendre. Ça, c'est sûr. Le fascisme voulait changer toute la société italienne de l'époque. Ce parti unique voulait s'insérer dans toutes les facettes de la vie, comme l'éducation, les loisirs, la vie familiale et privée ou l'économie. Et ça marchait plutôt bien au début parce que Mussolini était suivi par son peuple. Il misait sur le passé glorieux de la Rome antique et sur l'éducation, qui était une notion importante pour le dictateur, car il voulait assurer la prospérité du parti et du pays à travers l'éducation des enfants, appelés désormais I figli della lupa, les fils de la louve en français, et I balilla, qui sont de jeunes fascistes italiens. Il sollicitait aussi beaucoup les femmes pour une hausse de la démographie, il voulait beaucoup d'enfants, il disait même qu'il voulait plus d'enfants que de tombes. Concernant son programme économique, il défendait une politique de production agricole nationale avec des concours de blé, il voulait renationaliser l'industrie et une autosuffisance. C'est l'une des idées phares de la politique fasciste pour affronter la crise. Malheureusement, tout le monde disait que ce mouvement allait très vite évoluer vers un régime totalitaire, nationaliste et réactionnaire. En 1938, il va même jusqu'à renforcer sa politique raciste et antisémite avec les lois raciales. Le tournant a lieu au moment de l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933 en Allemagne. L'entrée dans la Seconde Guerre mondiale qui a tout fait basculer. C'est ce que nous explique entre autres notre invité Nicolas Bernard, fin spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et auteur de La Guerre du Pacifique, sorti chez Talandier. Il nous parlera de l'histoire du fascisme, du rapport entre Hitler et Mussolini et son influence aujourd'hui sur la politique française. Il prend d'ailleurs très au sérieux la menace fasciste à travers la radicalisation de l'extrême droite dans certains partis italiens et français, et il voit même un terrorisme politique. Mais allons-y Mathia, perdons pas de temps et commençons tout de suite avec la première question. Est-ce que l'arrivée justement du fascisme au pouvoir, c'était quelque chose qui était anticipable avec les événements qui sont passés à la fin de la Première Guerre mondiale ? J'ai envie de vous dire oui et non. On pouvait difficilement s'attendre à quelque chose d'aussi nouveau. En tous les cas, peu de gens l'ont vu venir, et notamment parce que Mussolini a su comment camoufler parfois ses intentions derrière
une espèce d'apparent souci d'égalité. Mais d'autre part, on pouvait tout de même prévoir que des mouvements radicaux d'extrême droite pouvaient prendre le pouvoir en Italie dans les années 20, parce que l'Italie, à ce moment-là, est un pays qui est extrêmement fragilisé, dans la mesure où la Première Guerre mondiale a énormément affaibli l'Italie, justement. Pour autant, le peuple italien, à ce moment-là, ne semble pas désireux de repartir à la conquête de territoires. Il en a marre de la guerre. Il élit en 1919-1920 une chambre parlementaire à majorité socialiste et social-démocrate, si bien que chrétienne démocrate également, si bien que le peuple italien donne plutôt l'impression de se rallier aux modérés. En tout cas, à tous les mouvements politiques étaient hostiles à la guerre. Est-ce que le fascisme italien a influencé la politique de l'époque, enfin la politique d'autres pays à l'époque? On a vu qu'après la montée de Mussolini en 22, il y a eu l'Espagne franquiste qui était aussi un régime très autoritaire, voire une dictature, et également l'Allemagne nazie d'Hitler. Et est-ce qu'il y a eu une influence ou finalement ça devait se passer comme ça parce que c'était la même situation en Allemagne et en Espagne qu'en Italie? 1925, le régime met fin à toute liberté par les lois fascistissimes et donc instaure cet État totalitaire. Ces éléments vont influencer, oui, des mouvements d'extrême droite européens tels que Hitler et les nazis. Hitler, d'ailleurs, copie Mussolini et copie les chemises noires dans la violence contre les opposants, dans la manière de vouloir rassurer également les possédants pour prendre le pouvoir, mais également dans le programme politique consistant à instaurer cet État totalitaire au service d'un homme nouveau. D'autres mouvements fascistes européens vont naître, se revendiquant comme fascistes, même en France, on en aura, mais ils seront plutôt minoritaires. On a des fascistes en Grande-Bretagne, on a des fascistes en France, on a des espèces de fascistes espagnols qu'on appelle les phalangistes dans les années 30. Mais ce sont des mouvements extrêmement radicaux, pour le coup très fidèles à l'image que veut donner Mussolini du fascisme italien. Et il va influencer divers mouvements qui vont peu percer en Europe de l'Ouest et en Europe et il va également influencer des gouvernements d'extrême droite, sans que ces gouvernements d'extrême droite n'aillent aussi loin dans la tentative de transformation de la population. D'accord. Là, vous avez parlé tout à l'heure de Hitler. Et moi, c'est un peu la question qui suit, mais on pourra peut-être avoir plus de détails. C'était est-ce que Mussolini a été un modèle pour Hitler ou pas? Ouais, du coup, oui, quand même. Mais Oui, Hitler l'a revendiqué. Hitler a dit voilà, que Mussolini l'avait inspiré sur la structure du parti, sur la manière de créer un État totalitaire, sur la volonté de transformer radicalement le pays, sur la forme, sur l'apparat. On parle des chemises noires en Italie, mais on parle également des chemises brunes en Allemagne. C'est donc, et cette parenté était revendiquée par Hitler, par les nazis. Hitler a toujours eu énormément d'estime pour Mussolini, pour le Duce d'ailleurs. Voilà. Lui-même a poussé le vice jusqu'à se faire appeler le Führer, ce qui revient à se proclamer le guide de la nation. Führer, ça veut dire guide en allemand, et ça renvoie également au terme Duce qui signifie guide. Donc on est chez Hitler dans une admiration sans borne pour Mussolini et dans une vision idéologique et totalitaire qui épouse énormément celle de Mussolini, qui qualifie à ce moment-là Mussolini du dernier des Romains. Les autres Italiens ne valent pas un clou, mais Mussolini est le seul Italien qui vaille la peine, et c'est même plus un Italien, c'est le dernier des Romains. C'est vrai que Mussolini, justement, lui, il s'inspirait beaucoup de l'Empire romain et il avait une envie. Il s'affiche notamment beaucoup sur les images de propagande qu'on a travaillé. On le voit beaucoup avec des images du Colisée et également de l'aigle de l'Empire romain. C'est vrai qu'il y avait cette idée-là. Là-dessus, il n'est pas le seul. Hein. Les nazis le font aussi. Les nazis ont un rapport particulier à l'Antiquité. Mais Mussolini, qui instrumentalise le passé antique, qui le revendique pour établir une parenté entre l'Empire romain et l'Italie fasciste, notamment pour justifier ses conquêtes, voilà, pour instaurer le Mare Nostrum, c'est-à-dire notre mer Méditerranée. Voilà, Mussolini fait ça, mais il n'est pas le seul à instrumentaliser ce passé. Voilà. Donc en Italie, récemment, il y a eu les élections présidentielles. En France, elles vont être en mai. Et on voit quand même qu'il y a une forte augmentation en tout cas de candidats et de votes qui se penchent vers la droite et surtout l'extrême droite. On ne va pas aller jusque-là dire que ce sont des fascistes, mais quand même, il y a des idées qui sont très radicales. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, il
il y a une montée du fascisme qui peut être un peu, en tout cas de l'idéologie fasciste, qui peut en tout cas remonter un peu au pouvoir et redevenir un sujet sérieux. Que ce soit en Italie comme en France, on assiste quand même à une radicalisation de l'extrême droite qui se rapproche énormément de la violence fasciste. Mais un mec comme Zemmour, lui, ne prend plus de gants verbaux, plus du tout. Lui, il y va à fond, il énonce des discours de haine, misogynes, racistes, antidémocratiques, sans véritablement leur poser de filtre. Et on s'aperçoit qu'il séduit un certain nombre de gens. On s'aperçoit également, depuis quelques années, que tente à se développer un terrorisme d'extrême droite. Pour être très franc, ces extrémistes de droite français se rapprochent clairement des chemises noires. Quelqu'un comme Zemmour se rapproche clairement du fascisme, que ce soit de manière en termes à la fois de violence verbale et en termes d'idéologie. On est en présence de quelqu'un qui veut balayer l'ancien système pour instaurer un nouveau système. Et donc Zemmour, clairement pour moi, mais ça n'engage que moi, est un proto-fasciste. S'il devait être amené à prendre le pouvoir et y rester, on pourrait assister, je pense, à une dérive de type totalitaire, clairement. Ouais. On peut dire que Zemmour, c'est un peu comme Mussolini, mais en moins extrême. Zemmour est tout aussi extrême que Mussolini. Je dirais même qu'il est peut-être plus extrême, en fait. Mussolini, pendant des années, ne met pas le racisme au cœur de son idéologie. Zemmour, lui, il va beaucoup plus loin d'emblée. C'est-à-dire que lui, il est clairement raciste. Il voit le monde en termes de race, clairement. Il est misogyne. Donc, c'est quelqu'un qui fait preuve de violence en parole et qui appelle clairement à la violence contre tout ce qui, pour lui, n'est pas français dans sa définition du mot français. Zemmour, moi j'ai envie de vous dire qu'il est pire que Mussolini, clairement. S'il devait prendre le pouvoir, je crains fort qu'il instaure un régime qui soit identique à celui du fascisme italien. Bon, du coup, vous avez déjà un peu répondu à la question d'après, mais c'était une question juste pour ça, moi, par anticipation. Plus personnelle. Est-ce que vous craignez une remontée du fascisme ou plutôt un régime autoritaire aujourd'hui? Je dirais que tout est possible. Tout est possible. Et moi, je suis préoccupé, comme je vous l'ai indiqué, par la radicalisation de l'extrême droite et notamment la radicalisation de la violence d'extrême droite. C'est-à-dire que là, on est vraiment en présence d'un terrorisme d'extrême droite qui m'inquiète. Ça m'inquiète peut-être même davantage qu'une prise du pouvoir par Zemmour qui me paraît très fantasmatique. Pour finir, comment se fait-il que le fascisme soit resté aussi longtemps au pouvoir? Parce que c'est vrai que pendant une guerre, on évite de changer de gouvernement, même si Mussolini, lui, a été exécuté en 1943. Mais qu'est-ce qui a permis au fascisme de prospérer pendant plus de 20 ans? La guerre le porte au pouvoir, la Première Guerre mondiale, mais c'est à cause de la Seconde Guerre mondiale qu'il va le perdre. C'est-à-dire qu'il commet l'erreur majeure de s'engager dans la guerre en se disant l'Allemagne va l'emporter contre la France et la Grande-Bretagne, donc autant en profiter. Et c'est une erreur de calcul majeur qui va conduire à ce que l'Italie, qui n'est pas du tout prête au conflit, il aurait fallu attendre quelques années pour le faire, qui n'est pas du tout prête, va se faire laminer, jusqu'à ce que Mussolini soit chassé du pouvoir en 1943. Mais je finirai là-dessus, mais le fascisme italien, il tient quand même 20 ans. C'est très long, c'est un quart de siècle presque. Il y a une expression en Italie, ils appellent ça le ventennio. Cette période de 20 ans, cette double décennie. Et enfin, Mussolini remporte des succès à un moment. Il remporte des succès, l'économie se redresse plus ou moins, l'administration fonctionne. En toute hypothèse, on est en présence d'un système qui, par endroits, fait preuve d'une certaine efficacité. Et Mussolini remporte des succès diplomatiques. En 1935, il annexe l'Éthiopie, si bien qu'il passe pour un grand homme d'État. Et ça s'appelle la population. Et la population soutient Mussolini tant qu'il ne les lance pas dans une guerre meurtrière. Mais le jour où, en revanche, Mussolini lance l'Italie dans une guerre qui va mal tourner, et bien à ce moment-là, cette espèce de vague consensus qui existait entre Mussolini, le fascisme et la population, il va voler en éclats. Du jour au lendemain, le fascisme s'écroule complètement, et ça parce que ce consensus que je vous évoquais, qui est discuté par l'historiographie, il s'est cassé la gueule lorsque Mussolini est entré en guerre et que cette guerre a mal tourné. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Un grand merci à Nicolas Bernard, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Cette interview était passionnante. On espère qu'il vous aura éclairé, notamment sur la menace que représente encore aujourd'hui le fascisme. Gli Esabac vi raccontano. D'ailleurs, nous allons laisser la parole à nos camarades Clément et Clara, qui eux vous parleront des retombées du fascisme en France et de ce qu'en pense l'opinion publique. Je reprends donc le flambeau de la présentation. Je suis Florian.
pour vous accompagner dans cette émission réalisée par les premiers Ezabac. Nous sommes sur Radio Aligre. Restez en notre compagnie pour écouter Clara Boisy et Clément Cadou qui vous parleront donc de l'influence du fascisme en France avec notamment un micro-trottoir spécialement réalisé pour vous. En effet, en France, le fascisme n'est pas présent au même degré et au même moment que le fascisme italien de Benito Mussolini. En fait, la montée du fascisme a lieu dans les années 1930 et le nom fascisme a été tout de suite considéré comme un terme à tendance polémique. D'abord, le fascisme se présente idéologiquement comme une révolution des classes moyennes, un mouvement violent de la bourgeoisie contre les risques révolutionnaires, un peu comme un anti-bolchevisme, dans les pays profondément ébranlés par la défaite militaire et également la crise économique. En tant que catégorie politique, il condamne les institutions et les pratiques de la démocratie parlementaire, et fait de l'État le centre de l'histoire. Mais comment le fascisme a-t-il continué de se répandre en France ? Et surtout, peut-on dire que le fascisme est toujours présent et sous quelle forme ? Encore un peu de patience, Clara, car avant, je veux vous parler des origines du fascisme en France. Le premier parti politique fasciste français s'appelait Le Faisceau. Ce parti a été créé en 1925 par Georges Valois, un homme politique français. Il va attirer plutôt des hommes jeunes de tout horizon politique, curieux de voir arriver en France cette nouvelle idéologie. Ce qui va donner naissance à l'idéologie du fascisme dans la France des années 20, c'est la victoire de la gauche aux élections législatives de 1924. Certains historiens parlent alors de la première vague de fascisme en France. Un peu plus tard, dans les années 1930, arrive alors la deuxième vague de fascisme. Cette deuxième vague n'est pas le fruit du hasard, elle est liée aux événements de l'époque, tels que la crise économique de 1931, le retour de la gauche au pouvoir en France et l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Suite à cela, plusieurs partis nationalistes se sont formés, comme l'Union paysanne et la Jeunesse patriote. Après la Seconde Guerre mondiale, demeurent encore quelques groupes fascistes, cependant sans la même importance qu'avant la guerre. Aujourd'hui, même si le fascisme a progressivement disparu en France, on a quand même tendance à dire encore dans la politique actuelle. C'est un mot que l'on entend souvent en France, et surtout pendant les dernières élections. On entendait dire que certains partis politiques français étaient donc fascistes. Et donc, Clément, sans dire que le fascisme est présent sous une appellation officielle et précise en France, je crois que l'on peut affirmer que certains partis politiques extrêmes se réfèrent à l'idéologie et au programme fasciste. Tu es d'accord ? Moi oui, mais l'opinion du public ? Eh bien, pour le savoir, on a enquêté un peu partout, dans la rue, à la maison et au lycée. Écoutons. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser quelques questions pour un projet en italien, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, bonjour. Qu'est-ce que le fascisme pour vous, en quelques mots ? En quelques mots, le fascisme pour moi c'est l'intolérance, c'est le nationalisme, c'est la fermeture des frontières, c'est le rejet de l'autre, c'est la xénophobie et le racisme. C'est un régime idéologique qui est né en Italie en 1922 avec Benito Mussolini et qui a perduré très longtemps, jusqu'en 1943. Il s'est allié avec Hitler, il a fait la guerre et il a été particulièrement délétère. Il a des héritiers malheureusement. Alors le fascisme, c'est le culte de la personnalité, l'ordre, l'absence de débat politique, donc un seul homme qui décide. Pour moi, le fascisme est un nazisme dévoyé. Bonjour madame, comment décririez-vous le fascisme ? Le fascisme, il est lié à l'idée de nationalisme, je dirais. Pour moi, le fascisme, c'est la haine d'autrui en fonction de son apparence, son appartenance ethnique ou religieuse et le reniement des principes républicains. D'accord. Et a-t-il une influence aujourd'hui ? Ah, tout à fait, oui. Il n'y a qu'à voir la scène politique qui nous entoure. D'accord. Il y a plus d'émeutes des fascistes en France qu'en Italie. Elle est énorme, l'influence du fascisme en France, surtout si l'on en juge par les résultats des dernières présidentielles où Madame Le Pen a fait pratiquement 30%, ce qui veut dire qu'un tiers des Français se reconnaît aujourd'hui dans les valeurs nationalistes du Rassemblement national. C'est très très inquiétant et ça nous rappelle surtout les heures les plus sombres de notre histoire. Oui, malheureusement, aujourd'hui, sans forcément directement considérer qu'ils descendent du fascisme idéologique. On a beaucoup de courants en Europe aujourd'hui qui sont fascistes.
Et faut-il en avoir peur? Oui, bien sûr, il faut avoir peur et lutter. Oui, bien sûr. Il faut le combattre à tout prix. Et la démocratie est seule à même de combattre ce régime. D'accord. Et est-ce que pour vous le fascisme est-il toujours présent actuellement en France? Non, mais il pourrait ressurgir à travers certains partis politiques d'extrême droite, peut-être si on n'y prenait pas garde. D'accord, merci madame pour vos réponses. Dis donc Clément, les gens sont très informés sur le fascisme. Ah bah ouais, je m'attendais pas à ça. Intolérance, xénophobie, haine, nationalisme, racisme, nazisme politique. Ça fait peur. On peut dire que le fascisme fait donc peur, parce qu'il nous guette, et qu'il pourrait ressurgir, qu'il est dans les mémoires. Une seule solution, la démocratie. C'est vrai, Clément et Clara. Comme vous le dites, le fascisme a laissé beaucoup de séquelles. Vous avez bien fait de vous intéresser à l'opinion publique, car elle est déterminante pour la société fasciste. Comme l'ont dit Florian et Louis, la prise de pouvoir par Mussolini a profondément changé l'opinion publique italienne de l'époque, en Italie et à l'étranger, car beaucoup d'Italiens vivaient à l'étranger. Donc Loris et moi, on s'est demandé comment l'idéologie fasciste s'était diffusée à l'étranger. Eh bien, figurez-vous que dans les années 20, les Italiens à l'étranger avaient une influence considérable, et Mussolini le savait et en étant conscient. Il représentait une grande richesse économique pour le pays, mais aussi une façon de promouvoir l'idéal fasciste à l'étranger. Dès 1928, les étrangers obtiennent un statut officiel. Ils adhèrent au décalogue du bon fasciste, rédigé par Mussolini en 1925, qui imposait le respect de l'autorité italienne à l'étranger et interdisait aux exilés de participer à des activités politiques dans les pays d'émigration. Mais très vite, en 1930, à cause de désaccords politiques entre ses représentants, la politique impérialiste fasciste ne pouvait pas vraiment exporter une idéologie. Mussolini décide alors de brouiller les pistes. Il diffuse une image modérée de l'Italie fasciste à travers des œuvres d'assistance et de divertissement. C'est la naissance de la Casa d'Italia, ou, dit en français, Maison des Italiens. Les Casa d'Italia, à travers leurs fonctions, leur architecture et leur histoire, sont des institutions culturelles italiennes qui étaient aussi utilisées pour faciliter le contact entre l'administration italienne et les émigrés italiens. Grâce à elles, Mussolini pouvait garder un lien avec les populations étrangères. Les Case d'Italia lui servaient aussi d'outils de propagande et de lieux d'apprentissage où les Italiens pouvaient apprendre la langue italienne, la culture ou les coutumes. On trouve des Case d'Italia partout dans le monde, en France et au Canada par exemple, là où se sont installés des immigrés italiens. C'était en quelque sorte des petites fenêtres sur l'Italie, des réceptacles d'une politique fasciste déguisée. Au niveau structurel, les Casa d'Italia faisaient resplendir l'architecture fasciste à l'étranger. Celle de Marseille, par exemple, se présente en deux blocs. Un premier qui accueillait le consulat, une chapelle et une école, et le deuxième qui contenait le siège du parti fasciste, un cinéma, un théâtre et les activités du dopolavoro, qui était une sorte de loisir pour adultes, dont a parlé Alessandro. Nous avons rencontré Paola Ciccolella, directrice de l'Institut culturel italien de Marseille. Pour en savoir plus sur le passé de cette institution, nous lui avons posé une question. Quels sont les vestiges de la période fasciste dans ton quotidien? Une architecture rationaliste de cette époque. Et en plus, il fait partie d'un ensemble architectural de la Casa d'Italia qui a été construite pendant cette période pour aider, disons, le support à tous les Italiens émigrés qui habitaient à Marseille, qui étaient très nombreux. Et donc il y avait l'école, il y avait la cour, il y avait le consulat, il y avait le siège du parti fasciste, etc. Et ce qui est important, c'est que ce siège, cet ensemble architectural est l'objet d'études d'un groupe de chercheurs de l'Université d'Aix-Marseille qui s'intéresse à l'histoire et à l'histoire de l'art et a été l'objet donc d'un livre, d'un catalogue, d'une exposition et aussi d'un film documentaire que nous avons, disons, auquel nous avons collaboré, mais qui a été dirigé par l'Université d'Aix-Marseille. Merci Quentin et merci Loris pour cette chronique passionnante. Et merci à votre invitée Paola Ciccolella de nous avoir fait comprendre ce qu'était la propagande fasciste en France.
Et c'était le chanteur marseillais Akhenaton avec Je lève mon verre. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1. En effet, la politique était vraiment au cœur du fascisme, et même au cœur du cinéma. Je vous laisse donc avec Héloïse, Estelle et Lénie, qui ont vu quelques films pour vous. Et oui, tu as raison Clara. L'un des plus puissants outils de propagande politique du régime fasciste de celui que l'on appelait le Duce était l'Istituto Luce. Fondé à Rome par Luciano De Feo en 1924, au tout début du fascisme, c'est la plus ancienne institution publique italienne consacrée à la diffusion de films à des fins éducatives dans le monde entier. Parallèlement, on assiste à la naissance de Cinecittà, créé par Luigi Freddi à Rome en 1937, pour concurrencer le cinéma américain tout en célébrant la grandeur de l'Italie sous la période qui était le fascisme. Donc avant de diversifier leur panel, ces deux lieux emblématiques ont diffusé des films de propagande fasciste des années 1923 à 1930 environ. Au centre de ce cinéma, on y découvre la figure du fasciste typique, le nouvel italien, un idéal masculin intelligent, froid, généreux, mais surtout courageux. C'est le cas par exemple dans le film Camicia Nera de Gioacchino Forzano, sorti en 1933, un film propagandiste italien qui voulait célébrer le 10e anniversaire du régime fasciste de Mussolini. Le film retrace donc les événements en Italie depuis le début de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'arrivée au pouvoir du Duce, et on y voit donc la transformation du pays sur un fond de fiction, documentaire et futurisme. En ce qui concerne l'intrigue, le protagoniste est un forgeron italien qui a émigré en France et a perdu la mémoire après avoir combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il va la retrouver quelques années plus tard, en retournant en Italie, face à un pays devenu beaucoup plus moderne grâce au fascisme. Mais pour mieux comprendre la visée propagandiste de ce film, nous allons tout de suite écouter un extrait où les milices fascistes marchent en parfaite coordination sur Rome le 27 octobre 1922. On y voit des travelling sur Rome, alternant avec des plans sur les soldats italiens. Mais je vous laisse découvrir l'extrait. Comme vous avez pu le découvrir, à Mussolini d'exprimer davantage son objectif, qui était d'accroître sa politique militariste violente et autoritaire, mais aussi ses rêves de modernité pour priver les Italiens de leur liberté individuelle. Heureusement, en opposition à ces films de propagande, de nombreux films de résistance ont vu le jour un peu plus tard. Mais je laisse la parole à Lénie qui va nous expliquer cela. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Avec Héloïse, on était en tant que présentateur et puis maintenant, on se retrouve à vous parler de cinéma. Et c'est bien pour ça que je suis ici devant vous, parce que je voulais vous parler du cinéma de résistance. Ce cinéma de résistance, notons toutefois que ces films ne sont apparus qu'après, plus tard, à cause de la censure, et donc après que l'emprise du fascisme a diminué, puisqu'évidemment, il était assez difficile de les produire et les commercialiser sous la dictature. Et aussi parce qu'à cette époque, il y avait une autre tradition cinématographique bien ancrée, celle des téléphones blancs et des péplums, disons plus politiquement correct. Le cinéma de la résistance commence avec le néoréalisme qui voulait imposer un cinéma plus terre-à-terre. Le film Ossessione de Luchino Visconti, sorti en 1943, considéré comme le premier film néoréaliste italien, parle d'une histoire d'amour compliquée entre deux amants, un mécanicien chômeur vagabond et une femme, épouse d'un riche patron de restaurant. Le film montre deux personnages marginaux à la recherche d'un bonheur illusoire. Forcément, il fut censuré par les autorités fascistes qui exigèrent la destruction des négatifs. Mais Visconti réussit à en sauvegarder un exemplaire. Ce qui nous a permis de voir l'Italie sous Mussolini et l'Italie de l'après-Mussolini telle qu'elle, sans détour ni artifice. Je vous emmène voir Roma Città Aperta de Roberto Rossellini, sorti en 1945, soit juste après la chute du fascisme. Dans l'extrait que nous allons écouter, Pina, la femme que l'on entend crier au début, court pour rattraper son fiancé, Francesco, capturé par les soldats pour avoir caché un résistant communiste traqué par la Gestapo, l'ingénieur Manfredi. Elle se fera tuer sous les yeux de son fils en essayant de poursuivre le camion dans lequel avait été embarqué son bien-aimé. Je vous laisse le découvrir. Francesco! Pino! 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 Francesco! Francesco Carogna! Francesco! Francesco! Francesco!
La musique, les paroles, les personnages, ça rend juste tout ça affreux. Et c'est l'un, si ce n'est le passage le plus connu de ce film. Et il m'a personnellement, comme vous l'aurez compris, beaucoup touché. Car c'est justement ce passage qui m'a fait comprendre à quel point la vie sous le fascisme était affreuse. Là où les films de propagande se gardent de montrer ce qui dérange, les films de résistance l'exhibent. Oppression, répression, voilà comment vivaient les Italiens de l'époque. Un quotidien que ces films essayent de mettre en image et en musique. Ils témoignent surtout d'un passé tragique pour que les gens n'oublient pas les périodes les plus sombres de l'histoire, comme Estelle va tout de suite nous l'expliquer. Et effectivement, le fascisme au cinéma existe-t-il encore après le néoréalisme ? La réponse est oui. Prenons Ettore Scola et son film Una giornata particolare, donc une journée particulière en français, sorti en 1977, soit 22 ans après la fin de la guerre. Il nous plonge dans la vie d'une famille fasciste, à l'apogée du régime, à la veille de la rencontre entre Mussolini et Hitler. Mais alors que tout Rome, toute la petite famille fasciste est partie assister à la parade historique de 1938, nous suivons l'histoire de la rencontre entre Antonietta, femme au foyer, et Gabriele, journaliste homosexuel, qui ne se connaissent pas et que tout semble séparé. Heureusement que vous n'y êtes pas allé au défilé. Moi, j'y aurais bien été, mais avec un mari et tous les enfants préparés, habillés. Vous savez combien j'ai d'enfants? Non, vous ne me dérangez pas. Non, moi, ce que je vous disais, c'est que j'ai 6 enfants. Et s'il nous en arrive un 7e, on aura le prix pour les familles nombreuses. Et alors... je vois bien que tout ça, ça vous est complètement égal. Mais pourquoi vous riez? Oh, comme ça, parce que la vie, c'est une suite de moments tous différents. Et quelquefois, eh bien, c'est le moment de rire. Comme ça, à l'improviste, c'est un peu comme éternuer. Vous, ça ne vous arrive jamais. Vous vous moquez de moi? Non. Non, non. Et même si c'était le cas, ce sera à moi de vous dire merci. Je dois vous dire un grand merci d'être là, en ce moment précis. Exclus tous deux de cette cérémonie pour des raisons différentes, ils vont passer une journée ensemble, s'attacher l'un à l'autre, se confier l'un à l'autre sur les conséquences du fascisme dans leur vie privée et leur intimité. C'est une libération cette journée, c'est la joie, l'émotion, le rire, l'amour retrouvé. Même pour une journée, c'était des souvenirs pour la vie. 30 ans plus tard encore, en 2009, Marco Bellocchio nous parle encore d'amour, de sentiments dans son film Vincere. Cette fois entre Mussolini et Ida d'Alzer, et également Benito Albino d'Alzer, donc la maîtresse et l'enfant illégitime de Mussolini. Celle-ci est une autre histoire tragique. Depuis, le cinéma continue de s'inspirer et de parler du fascisme pour le dénoncer, le mettre en image ou en faire découvrir des facettes inconnues. Citons par exemple les frères Taviani en 2017 avec le film Una questione privata ou I figli dell'ingiustizia de Marco Spagnoli sorti en 2019 et disponible sur Netflix ou encore Il cattivo poeta en 2020 par Gianluca Giudice qui raconte le rapport entre le poète D'Annunzio et Mussolini. Bref, le cinéma n'est pas prêt de dire son dernier mot. Et nous non plus d'ailleurs. Gli Esabac vi raccontano. Nous espérons que notre émission sur le fascisme vous a plu. Nous remercions encore et toujours Aligre FM, dont Nadia et Tayeb et Tauren, et les deux techniciens du son, Axel Dumez et Amazir, et qui nous ont beaucoup aidés. On les remercie de nous avoir laissé la parole sur le sujet qui est le fascisme, un sujet très riche et très complexe. Et pour vous quitter, nous n'avons pas pu résister à Bella Ciao du groupe Modena City Ramblers. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano e tu mi devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra d'un bel fiore.
passeranno. Oh bella ciao, 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 ciao. E le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 ciao. E questo è il fiore del partigiano. È morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano. È morto per la libertà. C'était Liesabach vi raccontano avec Héloïse, Lénie, Florian, Alessandro, Marie-Alizée, Francesca, Lancelot, Hugo, Louis, Mathia, Clément, Quentin, Loris, Clara et Estelle de la première Liesabach du lycée Buffon, encadrée par notre professeure Sandra Millot.